présentation des vœux 2026 du gouvernement président de la transition. À la salle de banquet de Koulouba, le Premier ministre Abdoulaye Maïga réaffirme l'engagement total de l'exécutif pour la paix, la stabilité et le bien-être des Maliens, tandis que le chef de l'État fixe la période 2026-2027 comme année de l'éducation et de la culture et trace un nouveau canevas de travail pour l'action gouvernementale. Lancement du calendrier d'émission des titres publics 2026, le ministre de l'Économie et des Finances réunit cadres financiers, banquiers et investisseurs pour présenter le chronogramme annuel, réaffirmer la transparence des opérations de l'État et récompenser les meilleurs investisseurs de 2025. Lancement du plan humanitaire 2026, 3,8 millions de personnes vulnérables bénéficieront d'une assistance essentielle grâce à la mobilisation du gouvernement et ses partenaires pour soulager les souffrances et renforcer la résilience des populations en quête de paix et de stabilité. Journée d'échange sur la régulation des médias et des réseaux sociaux, sensibiliser les professionnels à la liberté de la presse tout en encadrant l'espace médiatique pour lutter contre la désinformation, les discours de haine et les manipulations. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir. À la salle de banquet de Koulouba reste ces derniers jours le cœur battant de la République. Après plusieurs corps constitués, c'était ce jeudi au tour du gouvernement de présenter ses vœux au chef de l'État. Sous les ordres de Koulouba, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a adressé au nom du gouvernement ses vœux 2026 au président de la transition. Paix, stabilité et prospérité pour le Mali, mais surtout un engagement renouvelé, celui d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de bien-être pour les Maliens, les acquis économiques, sociaux ainsi que le respect des trois principes du Mali dans les relations internationales ont été largement mis en exergue. Reportage Nyanya Alou Traoré, Tchédé Kamara et Moulay Sidibé. Les actions d'un État fort et souverain se mesurent à l'engagement et au travail du gouvernement qui a pour mission de les réaliser. Les instructions du général d'armée Assimi Goïta sont respectées minutieusement avec beaucoup de professionnalisme par l'équipe dirigée par le général de division Abdoulaye Maïga depuis le 21 novembre 2024, date de sa nomination à la tête du gouvernement. 3 années consécutives à honorer la traditionnelle présentation des vœux au chef de l'État. Un moment fort de communion institutionnelle permettant de faire le bilan de l'an écoulé et de se prononcer sur les perspectives. Le chef d'orchestre des 28 départements ministériels se donne pour priorité de répondre aux besoins fondamentaux des Maliens comme décliné dans la lettre de cadrage du chef de l'État. La stabilité sociale et sécuritaire demeure le centre indispensable de la souveraineté d'un pays. C'est l'une des bases sur laquelle le Mali s'engage à redoubler d'efforts cette année compte tenu des succès enregistrés sur le théâtre des opérations. Vous avez fait de la sécurité la priorité absolue, car elle conditionne toute construction nationale durable. Sous votre conduite éclairée, des progrès significatifs ont été enregistrés dans ce domaine stratégique. Le renforcement des forces de défense et de sécurité s'est traduit par la modernisation des équipements militaires, l'amélioration de la qualité de la formation et des capacités opérationnelles, le recrutement de nouveaux effectifs, la formation continue des troupes, leur réorganisation ainsi que leur réarmement moral. Dans le même élan, le contrôle territorial de l'État s'est consolidé grâce à la pression constante exercée contre les groupes armés et terroristes. Les opérations coordonnées ont permis d'affaiblir considérablement ces groupes, de perturber leur réseau et de réduire leur capacité de nuisance. L'autorité de l'État s'est ainsi renforcée avec la réouverture progressive des services administratifs dans les zones libérées, le rétablissement de la justice et des services sociaux de base, traduisant la volonté ferme de restaurer l'autorité, l'ordre, la dignité et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Grâce à l'ensemble de ces efforts, les populations ressentent davantage la présence protectrice de l'État et nourrissent un espoir renouvelé quant à la stabilisation durable et au redressement de notre pays. Sur le plan structurel, d'énormes efforts sont engagés pour rendre plus efficace et performant le service public. Les énergies sont déployées pour que l'administration puisse incarner cette image de transparence sans souffrir d'aucune forme de corruption. Sous votre impulsion, les actions de lutte contre la corruption ont ciblé la poursuite systématique des pratiques illégales, fragilisant l'État et le renforcement des structures de contrôle et d'audit. Le nouveau visage de la justice malienne résulte d'une ambitieuse réforme structurelle
juridique et organisationnelle portée par la volonté de faire de l'institution judiciaire un pilier incontournable de la refondation de l'État. La lutte contre l'impunité progresse de manière significative, tandis que la corruption, la délinquance économique et financière et la cybercriminalité font désormais l'objet d'actions ciblées et efficaces. Les efforts du gouvernement se sont également traduits par des avancées notables dans l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à la santé. Ils ont également permis de renforcer les programmes de protection sociale et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Votre vision de placer l'être humain au cœur du processus de refondation a permis au gouvernement de renforcer les programmes d'assistance aux ménages vulnérables, de soutenir les déplacés internes et d'améliorer la résilience des communautés fragiles. Le lancement de programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché, ainsi que le développement de l'entrepreneuriat jeune et féminin témoignent de votre engagement constant envers l'inclusion sociale. En procédant le 10 novembre 2025 au lancement du projet présidentiel d'urgence de construction de 15 hôpitaux, vous avez posé l'un des fondements majeurs de la renaissance de notre pays. Ce vaste programme de modernisation des infrastructures sanitaires constitue un chantier prioritaire du gouvernement. Dans le domaine de la formation professionnelle, des efforts soutenus ont permis de mettre en place des formations mieux adaptées aux besoins réels de l'économie. Dans le cadre du renforcement de l'employabilité, 2682 jeunes ont bénéficié de stages de formation professionnelle dans les services publics et assimilés, ainsi que de stages de qualification dans les entreprises privées. L'autosuffisance alimentaire au Mali reste un point important dans les politiques nationales de développement. Le gouvernement, en faveur du monde paysan qui fait face aux aléas climatiques, a consenti des efforts louables. À cet égard, le monde rural a bénéficié d'un soutien constant à travers des programmes d'irrigation, l'amélioration de la qualité de la disponibilité des semences, la mécanisation progressive et la relance de la filière cotonnière et la consolidation des cultures vivrières. Les efforts engagés par le gouvernement ont permis d'améliorer la résilience de notre agriculture, très largement exposée aux aléas climatiques. Ainsi, d'importants acquis ont été obtenus, notamment la disponibilité de terres irriguées, l'accès et la qualité des intrants agricoles, les différents soutiens aux producteurs de riz, de mil, de sorgho, de maïs, ainsi que la promotion de l'agro-industrie et des filières à forte valeur ajoutée. Les investissements de plus de 4,5 milliards de francs CFA ont permis de sécuriser les berges du fleuve Niger à Mopti, d'améliorer les infrastructures fluviales à Kona et de garantir une meilleure navigabilité grâce aux travaux de dragage. En vue de bâtir un système d'assainissement moderne, des investissements significatifs ont été réalisés, notamment l'ouverture de la station de traitement des boues de vidange de Bougouni, la réhabilitation de la station d'épuration de l'hôpital du Mali. La question énergétique et l'accès à l'eau potable au Mali resteront une priorité en 2026, dira le Premier ministre. Le plan unique de desserte des populations élaboré va s'améliorer d'ici la fin de l'année, promet le chef du gouvernement. Ce plan poursuit deux objectifs majeurs, porter la fourniture d'électricité à 80% par jour à partir du début du mois de Ramadan 2025 et atteindre une disponibilité de 24 heures sur 24 avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis une amélioration notable de la fourniture d'énergie grâce aux efforts du Fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social. Nous saluons ici l'endurance, la résilience et l'indulgence des populations qui ont supporté ces moments difficiles. Grâce à vos œuvres sociales, la dynamique de sécurisation de la fourniture d'eau et d'électricité a été renforcée dans plusieurs centres hospitaliers et voies publiques. Le pays avance vers la construction de centrales photovoltaïques dans plusieurs régions. L'électrification rurale décentralisée au profit des communes éloignées, l'extension des mini-réseaux électriques pour offrir une énergie fiable aux ménages et aux petites entreprises. S'agissant de l'accès à l'eau potable, des progrès importants ont été réalisés. Le gouvernement a réhabilité 91 points d'eau et créé plus de 1200 nouveaux points d'eau modernes. À Bamako, 150 km de réseaux ont été mis en service. Près de 12 000 ménages ont été raccordés à l'eau potable. Loin d'être un simple exercice, la présentation des vœux est une pratique républicaine qui permet au cadre de l'appareil étatique d'échanger avec le président sur les préoccupations et les attentes des populations.
Ces vœux ne sont pas de simples paroles, ils traduisent aussi un bilan et des perspectives claires pour l'action gouvernementale. Les vœux du gouvernement au chef de l'État résonnent comme un récapitulatif des grands chantiers impulsés par le président de la transition. Depuis 2024, sous la conduite de la primature, des résultats probants sont enregistrés, notamment dans le secteur minier, la révalorisation culturelle, mais aussi dans le choix stratégique de placer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au cœur de l'action publique. Nous restons avec Nyanya Loutraoré. Le bateau Mali peut tanguer, mais ne chavirera jamais, dixit le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, notre pays rayonne sur la scène internationale. Ceci grâce à une diplomatie menée d'une main de fer dans un gant de velours. Sous votre leadership, notre diplomatie a connu une dynamique nouvelle et remarquable. Le Mali, maître désormais de ses orientations, s'est affranchi des tutelles injustes pour affirmer une diplomatie fondée sur la dignité, l'égalité et la coopération mutuellement avantageuse. Conformément aux axes prioritaires définis par le gouvernement, l'outil diplomatique a œuvré à faire respecter par tous les partenaires de notre pays la souveraineté de l'État ainsi que les choix souverains et les intérêts de notre peuple. L'année 2025, c'est aussi et surtout la poursuite et le renforcement des actions entrant dans le cadre de la présidence de la Confédération des États du Sahel que vous avez brillamment assurée. Sans faire un bilan exhaustif, force est de reconnaître que grâce à l'excellente coopération, la fraternité de tous les instants et l'esprit panafricain qui anime vos homologues, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, la Confédération AES est devenue une réalité géoreconnue et désormais respectée au niveau sous-régional, régional et international. Dynamiser la croissance afin de la rendre durable et inclusive est l'un des objectifs du gouvernement Maïga. Le Premier ministre veut renforcer la compétitivité et améliorer les conditions de vie des populations telles que souhaitées par le chef de l'État. L'économie malienne a fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques ainsi que les effets persistants des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA. Malgré la conjugaison de multiples chocs, l'inflation au Mali a pu être contenue. L'utilisation rationnelle des ressources internes a permis d'assurer le financement des dépenses essentielles de l'État en l'absence de toute aide budgétaire. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Mali a été officiellement retiré de la liste grise lors de la réunion plénière du GAFI, le groupe d'action financière internationale, tenue le 13 juin 2025. Dans la lutte contre la fraude et les trafics illicites, les services des douanes ont mené des opérations d'envergure ayant abouti à la saisie des marchandises frauduleuses et dangereuses. Dans le cadre de la digitalisation de notre administration publique, la phase pilote du projet Trésor Pays est en cours. Le Premier ministre est revenu sur la crise des hydrocarbures qui a bouleversé un temps le quotidien de ses compatriotes. Les populations et les braves chauffeurs ainsi que les opérateurs économiques ont marché main dans la main avec l'État pour circonscrire cette situation, rappelle-t-il. Sous votre leadership éclairé, le gouvernement a mis en œuvre et pris une série de mesures d'urgence pour atténuer les effets de cette crise. Ces mesures ont permis d'éviter la paralysie totale de l'économie nationale et de rétablir progressivement l'approvisionnement de notre pays. La crise du carburant a révélé la force de la résilience nationale et la discipline citoyenne. Ceux qui prédisaient l'effondrement du Mali ont été désarçonnés par la résilience et la résistance collective et la détermination de notre vaillant peuple. Un État fort se mesure également à la valeur de son intelligentsia. Une place de choix est réservée à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement tient à une amélioration qualitative des conditions de vie des agents de l'État. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les efforts consentis pour l'amélioration de la gouvernance ont permis d'établir un climat apaisé. Aucun incident violent n'a été enregistré dans le début des activités pédagogiques en novembre 2024. La création des universités dans les régions se poursuivra afin de renforcer le service public de l'enseignement supérieur et de répondre aux défis actuels et futurs de notre nation. Conformément à vos hautes instructions, les traitements des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que les salaires de base des travailleurs régis par le Code du travail et des enseignants contractuels ont été révalorisés.
Cette mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, représente un effort financier de près de 105 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la valeur indiciaire augmentera progressivement, passant de 400 à 470 francs CFA à l'horizon 2030. Les secteurs industriels et miniers sont des remparts de la souveraineté économique de notre pays. Les défis sont nombreux de ce côté. Cependant, rassure le général Maïga, la mise à exploitation des mines de lithium de Goulamina et de Goualana s'annonce prometteuse. Suivant vos directives, le gouvernement a engagé une transformation profonde pour inscrire l'émergence d'un secteur minier plus performant dans la durabilité sociale, économique et environnementale. La mise en exploitation des mines de lithium de Goulamina et de Gouanala, avec une production annuelle de plus de 500 000 tonnes de spodumène, propulse notre pays au premier rang des producteurs africains de lithium. Quant à la mine de Bougouni, elle a déjà généré plus de 25 milliards de francs CFA de revenus au profit des opérateurs nationaux. En fin septembre 2025, la production d'or se situait à 30,2 tonnes et devrait atteindre environ 40 tonnes en fin d'année si la tendance se maintient. Autre point essentiel mis en exergue par le chef du gouvernement est le riche patrimoine culturel dont dispose notre pays. Mettre en avant ce sentiment d'appartenance à un grand peuple est un symbole fort de patriotisme. Dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation, de favoriser le brassage et l'interprétation des populations, ainsi que leur interpénétration, de consolider le vivre ensemble et de promouvoir une culture de paix et de citoyenneté, le gouvernement du Mali a organisé du 18 au 28 décembre 2025 à Tombouctou la biennale artistique et culturelle sous le thème, je cite, « Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau ». Fin de citation. Les activités menées à cette occasion ont contribué à sauvegarder notre identité culturelle nationale et à mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique du Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, ce riche patrimoine nous interpelle. Il appelle un intérêt renouvelé, l'éveil de nouvelles vocations et une mobilisation collective au service de la mère patrie. La préservation d'un environnement économique stable et attractif reste une priorité. Pour ce maintien, le gouvernement veut favoriser la poursuite des réformes structurelles destinées à améliorer le cadre de vie des Maliens en général, de ceux vivant en milieu urbain en particulier. En matière d'amélioration du cadre de vie des populations en milieu urbain, l'année 2025 a été marquée par des avancées significatives. Dans le district de Bamako, 210 km de caniveaux et 59 km de collecteurs ont été curés. Les servitudes des marigots ont été libérées et les opérations de nettoyage des points noirs de déchets solides ont bien démarré. Par ailleurs, 882 logements sociaux représentant la première tranche des 1521 logements en cession directe ont été attribués. L'immatriculation de 429 hectares de réserves foncières pour la construction de futurs logements sociaux a également été lancée. Les perspectives s'articulent autour de l'extension de la décharge du district de Bamako, de l'attribution de 639 logements en cession directe, deuxième et troisième tranche, et de la consolidation de l'informatisation de la gestion foncière, notamment par l'intégration progressive des outils au système d'information sur les titres fonciers et immobiliers. Pour terminer ses propos, le Premier ministre a renouvelé l'engagement du gouvernement à poursuivre les grands chantiers de développement sous le leadership du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Que Dieu exauce les prières. Et à ces vœux du gouvernement, le chef de l'État n'est pas resté silencieux. Il a répondu avec des orientations fortes pour l'avenir. La période 2026 à 2027 est désormais décrétée année de l'éducation et de la culture. En réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition a fixé un nouveau cap à l'équipe dirigée par Abdoulaye Maïga. Après une année 2025 marquée par d'importantes réformes de refondation, le chef de l'État appelle à renforcer davantage l'action publique, notamment en matière de sécurité, de diplomatie, de défense et de gouvernance. Des avancées saluées, mais des efforts supplémentaires exigés. Sera Bachili analyse pour nous la réponse du président suivant.
La gouvernance dans la transparence, un impératif pour le président Goïta, rappelé au gouvernement pour des actions concrètes dans un esprit de refondation. Le Mali en a fort besoin et c'est un engagement du garant des droits de l'homme qu'il est et un devoir de loyauté envers la patrie. C'est une année 2025 pleine en activité qui s'affiche sur le compteur du gouvernement Abdoulaye Maïga et qui laisse voir la motivation d'une équipe à exécuter la lettre de cadrage du chef de l'État. Une appréciation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a tout d'abord exprimé ses vœux de voir en cette année 2026 un Mali en paix, stable dans la prospérité, le confort et la réussite avant de revenir sur le choix porté sur l'équipe gouvernementale et la mission confiée. Monsieur le Premier ministre, votre nomination le 21 novembre 2024 répondait à une nécessité. Insuffler un nouvel élan à l'action gouvernementale dans un contexte exigeant où notre peuple attend des réponses concrètes et durables à ses préoccupations essentielles. Dans ma lettre de cadrage, je vous ai assigné des orientations claires, articulées autour des priorités fondamentales. Au-delà de la relance économique, notre ambition est plus grande. Une croissance qui ne soit pas seulement un simple indicateur, mais également une dynamique au service de l'équité, de la réduction des inégalités, de l'accès juste aux biens et services et de la protection des couches les plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation du gouvernement et l'engagement des départements à impulser une dynamique cohérente, plus orientée vers les résultats. La sécurité occupe la tête de liste des priorités du gouvernement. Pour le chef de l'État, la défense du territoire et la protection des personnes et des biens sont des obligations morales. Engagement donc à ne pas décevoir. Pas de place non plus à l'injustice avec une lutte farouche contre la corruption, la délinquance financière et autres atteintes aux biens de l'État. Les services commis à cette tâche vont sévir sans état d'âme. Notre vision en matière de sécurité est un pacte de confiance avec le peuple malien, pacte fondé sur l'obligation régalienne de défendre le territoire, de protéger les populations et les intérêts vitaux de la nation. Les efforts soutenus dans l'acquisition d'équipements, la montée en puissance opérationnelle et la modernisation de la gestion des ressources humaines contribuent à la refondation de notre outil de défense. Je vous encourage à maintenir ce cap avec constance, méthode et rigueur. La lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière et autres atteintes aux biens publics n'est plus une option. C'est une obligation morale envers les générations futures. Cette bataille, qui se traduit par notre attachement à la nation, consolide la justice sociale et renforce les bases d'une paix véritable. Le président Goïta a salué les efforts du gouvernement en faveur du développement rural avant de l'exhorter à mettre ce secteur au cœur de l'action. Son ambition à ce niveau, dit-il, est de structurer les chaînes de valeur en renforçant la transformation locale. Le maillon essentiel de la chaîne reste l'énergie, puisque tenant le cœur de l'économie, nombreux sont les secteurs qui tournent avec l'énergie. L'énergie est un maillon essentiel de l'activité économique et un facteur de stabilité sociale. Je salue l'application du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de résolution de la crise, la diversification des sources, la remise à niveau des infrastructures et la modernisation du réseau doivent se poursuivre avec détermination. La question de l'eau mérite la même vigilance. Elle touche à la santé, à la dignité et à l'épanouissement des populations, surtout les plus vulnérables. J'invite le gouvernement à renforcer les actions engagées avec un souci constant d'équité territoriale. J'encourage la poursuite des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Outiller la jeunesse, c'est préparer le Mali de demain. Je salue l'action du département chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invite à intensifier les initiatives à impact concret.
Satisfaction également au niveau de l'apaisement de l'espace scolaire et universitaire, ouvrant les portes d'un système éducatif plus stable. Le dialogue social doit être maintenu avec un accent sur le respect du pacte de stabilité sociale. Reconnaissance adressée donc aux organisations syndicales pour leur esprit de patriotisme. L'année de la culture a été l'occasion de mettre en évidence la place de nos valeurs sociétales indispensables au développement. Cette dynamique se poursuivra avec l'éducation greffée à la culture. Le chef de l'État a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. L'année de la culture que nous venons de vivre a ravivé l'âme de la nation et conforté une évidence. Nous ne bâtirons le Mali Koura qu'en restant fidèles à nos valeurs, à notre identité et à notre génie propre. Car la culture demeure un socle permanent de notre cohésion et de notre souveraineté. Dans le prolongement de cet élan, et conformément à la vision de Malikoura Niatasira Kabe Samba Flan Biron Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, je décrète la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, afin d'engager un effort national déterminé pour refonder durablement notre école et investir dans le capital humain. J'en appelle à la mobilisation de tous, État, communauté éducative, collectivités, familles, secteur privé et partenaires pour faire de cette priorité un sentier d'unité, de discipline et d'avenir. Car le Mali de demain s'écrit dès aujourd'hui dans nos salles de classe, nos centres de formation et nos universités. La culture ne saurait autant être enfermée dans un calendrier, elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté. J'engage donc le gouvernement à poursuivre et à intensifier la revitalisation culturelle afin de contribuer pleinement à l'avènement du Mali d'Inkoura. Le président Goïta prône l'anticipation pour faire face à la crise du carburant avec la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Il dit acter les mesures du gouvernement en la matière. La crise du carburant, alimentée par des manœuvres de déstabilisation économique destinées à éprouver la résistance de notre nation, nous impose de renforcer durablement notre capacité d'anticipation afin qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne puisse entraver la continuité de la vie nationale. Je prends acte des dispositions engagées par le gouvernement pour consolider de manière progressive et sécuriser un dispositif national de réserve et de stockage. Dans cette perspective, j'invite à poursuivre avec méthode, rigueur, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités logistiques. Un autre pilier de l'économie malienne, le secteur minier qui a connu des réformes pour plus de rentabilité pour les caisses de l'État. Le chef de l'État invite à une gestion plus rigoureuse de ce secteur très important avec la valorisation locale pour plus de retombées pour les populations. C'est en somme une adresse de reconnaissance pour services rendus à la nation, d'encouragement de l'équipe gouvernementale et à la fois une invite à accélérer les points saillants de l'action publique dans une logique d'exécution de la prévision présidentielle pour cette année 2026. Le président de la transition a aussi reçu cet après-midi les vœux des forces armées de défense. Le général d'armée Assimi Goïta a salué l'engagement et la bravoure des FAMA qui ont permis d'engager des succès dans la lutte contre les groupes terroristes. Une lutte qui va s'intensifier en 2026 avec le renforcement des capacités opérationnelles et des effectifs de nos forces armées.
Le reportage de Siaka Konaté dans nos futures éditions. Vous l'avez entendu, le Premier ministre, dans ses vœux, a souligné la résilience des Maliens face à la crise de carburant et les efforts du gouvernement pour y mettre fin. À cet effet, le Sigma, en collaboration avec l'ORTM, a réalisé un film que vous pourrez suivre après ce journal. Mais avant, en fin de cette édition, vous aurez un avant-goût de ce film. Le grand chancelier des Ordres nationaux du Mali porte à la connaissance des récipiendaires des grades de commandeur et d'officier de l'Ordre national de la présidence de la République du Mali contingent 2025 que la cérémonie de remise des médailles aura lieu le vendredi 6 février 2026 dans la salle des banquets du palais de Koulouba à 15h. La cérémonie est présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et grand maître des ordres nationaux. La présence de tous les récipiendaires est vivement attendue. Chaque récipiendaire pourra se faire accompagner de 2 personnes. Mise en place terminée 14h. Parlons maintenant de défense et de montée en puissance des forces armées. Elles sont toujours prêtes à servir à la patrie. 58 militaires stagiaires, dont 11 femmes, issus de l'armée de terre et de la protection civile, viennent de boucler leur formation de brevet d'armes 1 et 2 au camp militaire de Bougouni. Un reportage au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. C'est la place d'armes du camp militaire de Bougouni qui a abrité les festivités marquant la fin des formations de 58 militaires stagiaires, dont 11 personnels féminins en brevet d'armes 1 et 2. Ces militaires issus de l'armée de terre et de la protection civile ont suivi cette formation de 3 mois avec succès, amour du métier et abnégation. Ils sont aujourd'hui prêts à mettre leurs compétences au service de la patrie. Cette formation en BA1 et 2 me permet de commander les engins lourds sur le théâtre d'opération. Établir aussi une bonne communication entre mes hommes et ma hiérarchie. La souffrance n'est rien pour un militaire car nous sommes habitués à ça. Derrière toute souffrance se cache le bonheur. Et reconnaissance du mérite. Les 2 premiers qui se sont distingués pendant la formation, il s'agit de Chaka Adama et Draman Konaté, tous de l'armée de terre ont décroché respectivement chacun une moyenne de 16,96 et 16,95 avec mention très bien. L'objectif principal de cette formation était de fournir aux stagiaires une compréhension approfondie des rôles et des missions du chef de peloton et de son adjoint, afin de les préparer à exercer ces fonctions avec efficacité et professionnalisme. Au cours de ces 3 mois, les stagiaires ont bénéficié d'une formation complète, couvrant plusieurs domaines clés, à savoir la tactique, l'armement, la connaissance des engins blindés en service, l'instruction sur le tir des engins blindés, les tirs, la topographie, la pédagogie, le règlement des services dans l'armée et enfin le sport. Un défilé militaire visant à célébrer l'effort de ces militaires durant les 3 mois de formation a mis fin à la cérémonie. À noter que ces militaires sont désormais chefs de peloton et adjoints. Et sur le terrain, les forces armées maliennes restent en alerte permanente. Dans le cadre de leur mission de sécurisation, les FAMA de Nioro ont mené une patrouille mixte dans la zone ouest de la ville. Une opération qui a permis de neutraliser un groupe terroriste lourdement armé. Bilan d'importantes pertes ennemies, des motos saisies ainsi que plusieurs armes et munitions récupérées. On fait le point avec Moussa Diakité. Au cours de cette opération qui a duré 3 heures de temps, les FAMA ont infligé une lourde perte à l'ennemi. Dans le cadre de la poursuite des actions de sécurisation de la population et leurs biens, la KRF du 42e régiment et déclaré d'investigation a mené des missions de reconnaissance sur les axes. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés, de motos, dont une équipée de l'arme 12,7 mm et aussi un PM, et finir par des effets personnels ont été récupérés sur le terrain. Cette réussite découle de l'engagement, le dévouement et surtout la détermination des FDS afin de pouvoir desserrer le taux sur la ville et taper sur l'ennemi. Le commandant d'armes appelle à la vigilance et invite les populations à avoir confiance à leur armée. Avec l'accompagnement de la population et l'accompagnement aussi du commandement et surtout aussi l'engagement de mes hommes,
nous allons y parvenir. La sécurité est un pilier, mais le développement durable passe aussi par l'éducation et la réflexion stratégique à Koulouba. Les travaux de la 9e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel se poursuivent. En cette 4e journée, l'éducation et l'enseignement supérieur ont été au cœur des débats, présentés comme de véritables leviers du développement économique, social et culturel du Mali. Un compte-rendu de Barakissa Ouattara et Abou Koni. Entre innovation technologique et héritage culturel, le Mali cherche sa voie. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la clé réside dans une synergie inédite. Faire de l'école et de la culture les binômes indissociables de la croissance de demain. Pour cette 4e journée des travaux, les experts du département de l'enseignement supérieur planchent sur 2 sous-thèmes. Le rôle de l'enseignement supérieur pour faire de la culture et de l'éducation un levier de développement économique, social et culturel du Mali et l'utilisation des résultats de la recherche scientifique et technologique comme levier de développement de l'éducation et de la culture au Mali. Ces thématiques nous invitent à une réflexion approfondie sur la capacité de notre système d'enseignement supérieur et des recherches à produire des connaissances utiles, à valoriser les résultats scientifiques et technologiques et à assurer leur transfert effectif vers les secteurs de l'éducation, de la culture et de l'économie nationale. Sans une école de qualité, adaptée aux réalités maliennes et ouverte sur le monde, sans une recherche scientifique appliquée et souveraine, nous ne pourrons ni former les cadres dont notre économie a besoin, ni innover pour relever les défis de la souveraineté alimentaire, énergétique, sanitaire et technologique. Mais ces 2 domaines fortement entrelacés sont aussi des défis majeurs dans un pays qui se caractérise par la jeunesse de sa population. L'éducation nationale, quant à elle, doit renforcer son rôle dans la promotion de l'inclusion sociale, la valorisation des langues nationales et officielles, ainsi que la modernisation du système éducatif. À l'instar de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'éducation nationale se trouve aujourd'hui interpellée par la nécessité de mieux répondre aux attentes de la société, aux exigences du marché du travail et aux ambitions de développement du Mali. Nul dans cette salle n'ignore que notre système éducatif est confronté à des difficultés. Elles ont pour nom ces difficultés: inégalité d'accès à l'école, qualité encore insuffisante des apprentissages, inadéquation entre formation et emploi, conditions d'apprentissage précaires dans certaines régions et écoles non fonctionnelles. Au cours de la session, le président Yacouba Katile a annoncé la décision du président de la transition à faire de l'année 2026 celle de l'éducation et de la culture. Les thématiques débattues devront aboutir à des recommandations concrètes qui permettront de faire de la culture et de l'éducation de véritables accélérateurs d'une émergence et d'un développement durable dans notre pays. Et quand on parle de développement, la place des femmes dans les instances décisionnelles reste essentielle. Le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali a réuni une 60aine de femmes conseillères venues de Sikasso, Mopti, Ségou et du district de Bamako. Objectif: partager les expériences, évaluer les besoins, renforcer les capacités des femmes élues locales en tenant compte des réalités du terrain. Reportage à Fantamama Nientao. Cette rencontre d'échange avec les femmes conseillères de Sikasso, de Mopti, de Ségou plus le district de Bamako vise à renforcer les capacités des femmes conseillères afin qu'elles puissent exercer pleinement leur mandat, influencer les processus décisionnels et contribuer efficacement au développement local. En organisant cette session, le RFMP vise de façon globale à évaluer les besoins de renforcement des capacités des femmes conseillères, partager des expériences et capitaliser les bonnes pratiques sur les rôles et responsabilités des femmes conseillères. Spécifiquement, il s'agira
d'identifier et d'analyser les besoins prioritaires, un renforcement des capacités des femmes conseillères en tenant compte de leurs réalités locales et des défis liés à l'exercice de leur mandat. Le gouvernement du Mali est engagé depuis plusieurs années dans une vaste réforme de la gestion administrative et territoriale. La décentralisation constitue un élément essentiel de la réforme de l'État qui contribue à l'ancrage de pratiques démocratiques au plus près des citoyens en synergie avec l'amélioration des services rendus aux populations. C'est dans ce cadre que le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, REFAMPE, dans la continuité du programme Émerge, poursuit son engagement en faveur du leadership féminin et de la gouvernance inclusive. Je vous réitère l'engagement du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation à accompagner les initiatives créatrices de richesses, d'emplois et à encourager la promotion d'un développement local durable dans les territoires en vue de mieux contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Notons que cette session de partage d'expériences permet aux femmes conseillères de consolider leurs compétences, de renforcer leur confiance et de favoriser un apprentissage collectif tout en créant une scène de solidarité entre elles. Autre levier du développement, la mobilisation des ressources financières. Le calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2026 a été officiellement lancé ce matin. La cérémonie a rassemblé investisseurs, banquiers et acteurs financiers autour d'un objectif commun, financer le développement national dans la transparence. Des prix ont également récompensé les meilleurs investisseurs de 2025. Un reportage de Alousseni Touré. Le monde de la finance malienne s'est donné rendez-vous ce matin. Objectif : découvrir la feuille de route du Trésor public pour l'exercice 2026. Entre banques, établissements financiers et opérateurs économiques, le GOTA du secteur a répondu présent à cet appel crucial pour l'économie nationale. Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le marché financier n'est plus une option, mais le principal moteur de notre économie. Siaka Samake a profité de l'occasion pour dévoiler le montant ambitieux que l'État compte mobiliser cette année pour financer ses projets structurants. Au titre de l'année 2025, pour la couverture de ses besoins de financement, l'État du Mali, à travers le Trésor public, a mobilisé un montant total de 1 193 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Ce résultat a été atteint à travers 34 émissions, dont 32 par adjudication et 2 par appel public à l'épargne. Toutefois, Monsieur le ministre, le Trésor public réitère toujours son appel, un appel à l'ensemble des investisseurs pour une participation encore plus accrue aux émissions de titres publics du Mali. L'État du Mali doit mobiliser sur le marché en 2026 un montant total de 1 450 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, distingués invités, il me plaît de rappeler que ce niveau d'endettement reste soutenable parce qu'il est conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali. Il préserve également la viabilité de la dette publique parce qu'avec ces émissions, nous projetons un encours de la dette publique à 43% du PIB à fin 2026, bien en deçà de la norme communautaire de 70%. Les ressources ainsi mobilisées permettront non seulement de refinancer la dette du Mali, mais également de contribuer au financement de projets structurants qui sont prévus dans le budget 2026. Cette confiance est partagée au-delà de nos frontières. Le FMI et l'UEMOA saluent la dynamique malienne. Oulimatou Ndiaye Diassé, directrice de l'agence UEMOA Titres, a d'ailleurs encouragé l'État à poursuivre ses réformes courageuses. L'État du Mali a pu mobiliser 992 milliards en 2025 par voie d'adjudication, avec donc un ratio BAT-OAT de 59%, 41%, contre 47% et 53% un an plus tôt. Ces ressources en nette progression, aussi bien quantitatives que qualitatives, par rapport à 2024, ont été soutenues par une gestion proactive de la dette de l'État du Mali. C'est donc le lieu pour moi de saluer les autorités maliennes pour ces bonnes initiatives, mais également tous les investisseurs pour leur confiance et leur soutien constant et indéfectible à l'État du Mali.
Du côté des investisseurs, le signal est au vert. Sidibé Aïssata Kone, présidente de la PEVF, a réaffirmé l'engagement des banques à soutenir l'économie avec la même détermination que l'année précédente. L'année 2025 aura été particulièrement illustrative de la confiance accordée à la signature du Mali. En effet, notre pays a pu mobiliser avec succès un montant de 1 193 milliards de francs CFA. Les banques maliennes ont contribué pour 686 milliards de francs CFA, soit un taux de 58%. L'État, en tant que premier agent économique de notre pays, est également un acteur central du système bancaire, à ce titre un client de premier rang. Dès lors, assurer une mobilisation optimale des ressources destinées au financement du budget 2026 revient à garantir le bon fonctionnement de notre économie, à soutenir l'investissement public et privé, à créer des conditions d'une croissance soutenue inclusive. L'enjeu est clair. Assurer la couverture intégrale des besoins de financement prévus, condition indispensable à la poursuite des efforts de développement et à l'amélioration durable des indicateurs macroéconomiques de notre pays. Les banques et établissements financiers du Mali ont pour leur part toujours apporté un appui constant et résolu au ministère de l'économie et des finances dans la mise en œuvre de la stratégie de financement de l'État. Je tiens à réaffirmer solennellement qu'en 2026, comme par le passé, cet accompagnement ne fera pas défaut aux autorités maliennes. En clôture, le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou, a rappelé que les promesses des réformes faites l'an dernier ont été tenues avec des résultats désormais tangibles sur les finances de l'État. L'année passée, je vous faisais part des réformes ambitieuses en cours au Mali visant à mobiliser plus de recettes vers la caisse de l'État. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que ces réformes ont commencé à porter leurs fruits. En effet, grâce aux orientations données par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous avons pu renforcer la mobilisation des recettes publiques, notamment à travers la réforme du code minier et la digitalisation progressive des moyens de paiement. Grâce à la performance de nos services d'assiette et de recouvrement, ainsi qu'à une gestion prudente des finances publiques, le déficit budgétaire du Mali devrait ressortir nettement en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA fixé à 3% du PIB en 2025, après moins 2,6% en 2024. Je peux vous assurer que cette année, nous comptons avoir un taux de déficit inférieur à moins 2%. Les meilleurs investisseurs de l'année 2025 ont été récompensés. En tête, la BDM, suivie de la BMS et de la BNDA. C'est sur cette note d'optimisme et autour d'un déjeuner de convivialité que les partenaires se sont séparés avec un seul cap, une croissance malienne renforcée. Et face aux défis croissants liés à la régulation de l'information, une journée d'échange consacrée à la délicate question de la régulation de la presse et des réseaux sociaux dans notre pays s'est tenue sous l'égide de la Haute Autorité de la Communication. Elle a réuni les responsables des fêtières des médias ainsi que le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Cette rencontre vise à sensibiliser et à informer les professionnels des médias et de la communication sur la nécessité de préserver leur liberté d'exercice tout en les édifiant sur le cadre légal et les règles édictées par le législateur en matière de régulation afin d'encadrer l'espace médiatique et de lutter contre la désinformation, les discours de haine et les manipulations. Le point avec Al-Jumatina et Adaman Kamara. La problématique question de régulation de la presse et des réseaux sociaux a fait l'objet d'une journée d'échange, d'écoute, de débat entre les responsables des fêtières des médias, le pouvoir judiciaire et le régulateur, à savoir la Haute Autorité de Communication. Au regard de la situation actuelle avec l'avènement de nouveaux médias, le renforcement du cadre de collaboration ainsi que la dissémination des textes législatifs et réglementaires s'avère nécessaire. La régulation des médias est un fondement démocratique qui permet d'équilibrer la liberté d'expression reconnue dans la Constitution et la responsabilité éditoriale. Face à la prolifération des fake news et des discours de haine, il est indispensable de veiller et d'encadrer les plateformes pour garantir un espace numérique et médiatique et numérique sain. Avec la révolution numérique et l'émergence des médias nouveaux, on a coutume de dire que l'information circule plus vite que la vérité. Dès lors, l'espace médiatique, les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ne peuvent pas être des zones de non-droit.
Leur régulation est une nécessité pour lutter contre la désinformation, les discours de haine et de violence, les manipulations. Cet atelier qui s'inscrit dans la dynamique de la recherche de solutions aux différents problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Problèmes qui sont en rapport avec les difficultés de régulation d'un secteur extrêmement compliqué, problèmes qui sont également en rapport avec un cadre juridique national, parfois en contradiction avec la loi spécifique sur la presse. Quand de telles situations se présentent dans un pays en transition, le bon sens, l'écoute et la compréhension mutuelle doivent nous permettre d'innover des solutions. Aussi bien la haute autorité de la communication, les fêtières que le pôle de lutte contre la cybercriminalité travaillons en réalité de synergie et avons les mêmes objectifs et les mêmes ambitions, donc se retrouver, échanger par rapport aux compétences et aux liens de collaboration qui peuvent exister entre nos différentes entités ne peut qu'être quelque chose à saluer en réalité. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité se réjouit de ce cadre d'échange qui permettra aux acteurs de l'écosystème des médias de comprendre davantage ce que le législateur dit comme règle à respecter en la matière. Aux yeux de la loi, on a une compétence quand même qui porte sur un certain nombre de textes, notamment la loi de 2000 sur la presse, la loi de 2019 sur la cybercriminalité, on a l'ordonnance de 2011 sur les technologies de l'information et de la communication, on a l'ordonnance de 2013 sur les données à caractère personnel. Donc vous voyez que nous avons un champ de compétences assez élargi et donc expliquer tous ces aspects, essayer d'aller en tout cas dans des détails qui peuvent permettre à des professionnels que sont les journalistes de comprendre un tout petit peu le champ d'action du pôle. Et donc mes attentes, c'est qu'à la sortie, chacun ait eu le maximum d'informations à relayer, aussi bien du cadre de collaboration qui peut exister entre le pôle et ses fêtières et aussi la haute autorité de la communication, mais également nos compétences, notre champ d'action, nos pouvoirs et également les limites qui sont les nôtres. Initiée par la haute autorité de communication, la journée entend permettre également de trouver une solution à l'arrêt momentané de la délivrance de la carte de presse. La carte de presse est une carte d'identité professionnelle essentielle qui certifie le statut de journaliste professionnel et donne en plus d'autres avantages tels que l'accès aux lieux d'information, la facilitation des accréditations. Or, depuis un bon moment, la commission d'attribution de la carte de presse ne siège pas et la délivrance de cette pièce est interrompue. Dans ces conditions, comment justifier de son statut de journaliste et échapper à l'accusation d'exercice illégal de la profession? Une solution provisoire a été proposée. Il s'agit, en attendant l'adoption des nouveaux textes, de donner une prérogative transitoire au régulateur, en l'occurrence la haute autorité de la communication, à l'instar de certains de ses homologues de la sous-région, pour délivrer le dit document. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ainsi échangé avec les acteurs du paysage médiatique sur l'épineuse question de régulation. Puis il a présenté le cadre juridique de la lutte contre la cybercriminalité, le nouveau code de procédure pénale, ainsi que les compétences de sa structure dans la loi portant un régime de presse et délit de presse. Le développement passe aussi par la protection des plus vulnérables. Chaque fille a le droit de grandir en sécurité. Pourtant, au Mali, 70% des filles âgées de 0 à 14 ans ont subi des mutilations génitales féminines à l'occasion de la 22e journée internationale de la tolérance zéro. Le Mali, le pays renouvelle son engagement à éradiquer cette pratique. Un message fort délivré par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la synthèse avec Moussa Kamara. Institué par les Nations Unies en février 2003 à l'issue d'une session du Comité interafricain de lutte contre les pratiques néfastes tenue à Addis Abeba en Éthiopie, la journée internationale de la tolérance zéro vise à renforcer la mobilisation mondiale contre les mutilations génitales féminines. Pour l'édition de cette année, la communauté internationale a retenu les thèmes vers 2030. Pas d'élimination des mutilations génitales féminines sans un engagement et un investissement continu. Le mai 6 février, le Mali, à l'instar de la communauté internationale,
commémore la 22e édition de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ou excision. Au plan national, la journée est commémorée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle du Mali face aux enjeux de l'abandon des mutilations génitales féminines ou excision ». L'objectif visé est de contribuer à l'abandon de la pratique des mutilations génitales féminines ou excision par les communautés en renforçant l'implication et l'engagement des décideurs et des autorités et légitimités traditionnelles. Les statistiques sur les mutilations génitales féminines au Mali restent alarmantes. Face à cette réalité, la ministre appelle à une mobilisation collective pour y mettre fin définitivement. Avec 89% des femmes de 15 à 49 ans et 70% des filles de moins de 14 ans qui en sont victimes, les souffrances sanitaires, psychologiques et sociales, parfois mortelles, engendrées par cette pratique compromettent les efforts consentis par les plus hautes autorités et les partenaires en matière de protection des droits humains, de la dignité et du bien-être des femmes et des filles. La cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives aura lieu le vendredi 6 février au Centre international de conférence de Bamako, dans les régions et cercles. Les activités sont placées sous le leadership des autorités administratives et politiques. Mettre fin aux mutilations génitales féminines, c'est protéger la dignité, la santé et l'avenir du Mali. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille informe l'opinion nationale que la cérémonie officielle de la commémoration de la Journée internationale du 6 février, tolérance zéro aux mutilations génitales féminines excision, dont le démarrage dans le programme était initialement prévu le vendredi 6 février 2026 à 9h au Centre international de conférence de Bamako, est décalé à 15h. Dans le même esprit de solidarité, 3,8 millions de personnes bénéficieront d'une assistance humanitaire cette année. Le gouvernement et ses partenaires ont lancé à cet effet le plan de réponse humanitaire 2026, une initiative destinée à soulager les souffrances d'une population résiliente en quête de paix et de stabilité. Un reportage de Awa Ditma Kamara. Face à l'urgence, le gouvernement et ses partenaires adoptent une posture rigoureuse et efficace afin d'atténuer les souffrances des populations. Le plan de réponse humanitaire 2026 devra permettre d'apporter assistance à près de 4 millions de personnes en situation de vulnérabilité contre 1,8 million en 2025. Un objectif ambitieux qui mobilisera l'ensemble des énergies. 2026 consiste à beaucoup plus bâtir sur ce que nous avons fait en 2025, à renforcer notre partenariat avec les différents bailleurs de fonds pour pouvoir mobiliser plus de ressources, parce que nous espérons qu'avec plus de ressources, nous allons pouvoir atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Et le point qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de créer la passerelle entre l'humanitaire et le développement, de nous focaliser davantage sur des réponses humanitaires qui vont vers des solutions durables. Ce plan s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition, celle de soutenir une population résiliente. Le gouvernement du Mali reste absolument engagé à venir en aide aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, les réfugiés des pays voisins et les retournés ou rapatriés maliens. Pour ce faire, toutes les mesures seront prises pour restaurer la paix et faciliter le retour de tous les déplacés internes dans leur localité d'origine. Aussi, la réponse à la crise climatique est une priorité qui appelle à des actions de préparation et de mitigation visant à réduire les effets sur les populations et à bâtir des institutions plus résilientes. Cette rencontre a aussi permis de faire une évaluation du plan de réponse humanitaire de 2025, une année de rudes épreuves avec son corollaire de déplacements internes nés des conflits, des changements climatiques et des urgences sanitaires, toutes choses qui ont donné du fil à retordre au gouvernement et ses partenaires. 2025, malgré un contexte difficile, un accès humanitaire de plus en plus contraint et un financement insuffisant,
L'action collective des partenaires est en effet permis d'apporter une assistance vitale à 1,8 million de personnes au Mali. Toutefois, les défis restent immenses. Aujourd'hui encore, plus de 415 000 personnes sont déplacées. L'année 2026 s'annonce donc comme celle de l'espoir pour des millions de personnes qui espèrent la fin d'une crise aux conséquences incalculables. En tout cas, c'est la volonté affichée des autorités de la transition et leurs partenaires. Et cette solidarité se traduit aussi par des actions concrètes sur le terrain. Bonne nouvelle pour 500 ménages déplacés internes et autres vulnérables des cercles de Tomia et Fangasso dans la région de San. Chaque ménage a reçu un transfert monétaire de 60 000 francs CFA dans le cadre du projet GEFO. Drissa Kone pour le reportage. Après une année 2025 riche en actions humanitaires, pas question de s'arrêter pour le consortium ADRA-AFAD quand les défis persistent. Ces humanitaires viennent de débourser 31 404 000 francs CFA au bénéfice de 500 ménages dont 195 déplacés internes et 395 autres vulnérables. 1500 ménages avaient été quelques mois auparavant assistés, mais les besoins demeurent. Et nous avons fait encore une analyse, une étude qui nous a permis d'identifier 500 ménages qui sont dans des besoins pressants que nous avons décidé d'assister avec un cash transfert de 60 000 francs par ménage. Ça, c'est important parce que là-dedans, on a eu 60 000 francs pour acheter du riz et du maïs de Fonio pour nourrir nos enfants et toute la famille parce que nous sommes des déplacés. Ce transfert monétaire, une réponse sociale efficace et adaptée, va permettre à coup sûr de renforcer l'économie locale. Ce soutien financier ne doit être perçu comme une simple assistance ponctuelle, mais comme un levier de résilience favorisant la cohésion sociale entre populations déplacées et communautés hautes et contribue à la stabilité sociale dans nos localités. L'activité entre dans le cadre du projet GEFO intitulé « Renforcement des acteurs humanitaires locaux » en tant que premier répondant dans 5 communes des cercles de Tominia et Fangasso. Rappelons que le GEFO bénéficie de l'appui financier du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Cap maintenant sur les infrastructures, autre moteur essentiel du développement. Les travaux de la route de Koulikoro ont bel et bien repris. Une délégation du ministère des Transports et des Infrastructures s'est rendue ce matin sur le chantier pour constater l'avancement des travaux désormais exécutés à 25%. Une reprise saluée par les populations riveraines conscientes de l'importance stratégique de cette route. Reportage Youssouf Diakité et Abraman Doka Traoré. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers la Direction générale des routes, est sur le terrain pour constater l'effectivité du redémarrage des travaux, et c'est le cas. Le chantier d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro couvre une longueur d'environ 10 km, débutant au carrefour du Grand Hôtel pour se terminer au rond-point du laboratoire central vétérinaire de Sotiba. Cet axe est réaménagé en 2 fois 3 voies pour moderniser le réseau. Ce redémarrage est donc un ouf de soulagement pour le département des transports. Les travaux avaient été arrêtés à un certain moment. C'était à cause d'un problème de carburant que tout le pays a connu. Mais ces derniers temps, nos autorités, notamment le ministère des Transports en tête, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Finances, ont mis en place une stratégie pour approvisionner les chantiers. Donc les travaux ont repris. Souvent, les gens sont étonnés en se disant que la route, ça fait 9 km, ça va durer 3 ans. Mais techniquement, ça a une justification. D'abord, on travaille en ville. Travailler en ville, ce n'est pas facile en matière de travaux génie civil. Ça, c'est un. Il y a une deuxième considération, c'est qu'on travaille sous trafic. La route va passer de 2 voies à 2 fois 3 voies sur les 9 km. Donc, cela va nécessiter beaucoup de désagréments. D'abord, il va falloir déplacer des réseaux qui sont dans la chaussée. Il y a des réseaux d'eau, il y a des réseaux d'électricité, il y a le courant,
il y a les téléphones, il y a les fibres optiques, il y a les SMTD, il y a beaucoup de choses. Donc ça, et il faut travailler avec tous ces partenaires-là pour ne pas endommager leurs installations. Pour mémoire, ces travaux ont été lancés le mardi 16 juillet 2024. Ces infrastructures routières, disent-ils, qui soutiennent le développement économique, social et culturel sont vitales pour le Mali, en raison notamment de sa continentalité, précise-t-on. Ce projet d'infrastructure routière entre dans le cadre des actions visant la refondation de l'État et aussi à répondre aux besoins spécifiques et légitimes des Maliens. Là où nous sommes en train d'apporter de la terre. Ça, c'est le terrassement général. Donc, devant et à gauche, on est en train de démolir certaines concessions et c'est les mêmes tâches qui continuent devant. Et il y a 3 grands ouvrages qu'on va reprendre avant d'arriver à Bankoni, juste à la vérification de Bankoni et au niveau de la malienne de l'automobile. Féliciter et remercier les populations qui ont compris que c'est un projet d'utilité publique. C'est pourquoi les autorités restent déterminées et mobilisées pour la satisfaction totale des aspirations du peuple malien. Dans l'actualité AES, retour sur une déclaration qui continue de faire réagir. Suite à l'attaque du 30 janvier dernier, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a clairement désigné les commanditaires présumés, la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Une prise de position assumée par le chef suprême des armées, fidèle à sa ligne de communication directe et sans détour. Un commentaire de Abdoulaye Coulibaly. Le général Abdourahmane Tchani ne s'exprime pas beaucoup et lorsqu'il le fait, ce n'est jamais de manière spontanée, c'est-à-dire sous l'impulsion du moment et sans réflexion préalable. Quand il parle, il le fait en connaissance de cause. Plus d'une fois, il l'a démontré. Qu'il s'agisse de ses interventions radio-télévisées révélant coordonnées GPS à l'appui, l'existence de présence militaire au Bénin, ou de préparatifs via la Côte d'Ivoire de manœuvres militaires françaises et de l'OTAN contre le Sahel, l'histoire a fini toujours par donner raison au général Tchani. Les interventions militaires étrangères que l'on sait lors du coup d'État manqué du 7 décembre 2025 au Bénin sont venues confirmer ce que l'on savait déjà suite aux révélations du président Tchani. Quand le général Tchani incrimine, il débusque le coupable le 30 janvier 2026 suite à la lâche attaque qui portait atteinte à l'intégrité de son pays et à la sécurité nationale. Le chef suprême des armées aura même été sobre en parole car en peu de mots, il a fait le point et situé les responsabilités sans phare. Aurait-on préféré qu'en ces circonstances de drame et de vérité, le président use de diplomatie ou de langue de bois et caresse dans le sens du poil ceux qui s'en prenaient à la mère patrie? L'extrême gravité de la situation disqualifiait en effet toute tergiversation. Ceux qui ne portent pas sur leurs épaules le destin de tout un peuple peuvent folâtrer, badiner. En vérité, les propos du président Tchani ont ameuté et dérangé les valets locaux de la France et ses nègres de service. Or, rien ne sert de courir derrière des preuves quand l'évidence est saisissable, quand l'évidence est que la France, chassée du Sahel et humiliée, se retrouve en voie de sous-développement et ne rayonne plus au plan international. Quand cette même France, indécrotablement néocolonialiste, tente de reconquérir contre vents et marées ces anciennes colonies perdues dans une entreprise utopique dans laquelle elle compte évidemment s'appuyer sur ses inconditionnels avidés. Mais le Niger, le Mali et le Burkina sont et resteront vent debout.
Et au Burkina Faso, place au sport, la RTB donne rendez-vous au public sportif burkinabé le 15 février prochain sur le boulevard Thomas Sankara. La deuxième édition du Grand Prix cycliste a été officiellement présentée ce matin à la presse. Une compétition d'envergure nationale et sous-régionale qui promet du spectacle. Le compte-rendu Alassane Kiendre Beogo. Le décor est royal. L'événement en ligne de mire est de taille. L'édition 2026 du Grand Prix cycliste RTB est prévue pour le dimanche 15 février 2026 sous le thème « Avec le peuple, la RTB pédale pour la victoire ». Le dimanche 15 février donc, et sur le boulevard Noël Isidore Thomas Sankara, la petite reine sera en fête pour cette course qui ouvre désormais la saison de la Fédération burkinabé de cyclisme. Une course féminine enlevée des rideaux de 30 km et la course masculine de 127 km sont au menu. Cette année, la RTB ouvre la compétition aux coureurs du Mali et du Niger de l'espace AES. Cette année, la RTB nous a permis d'inviter nos amis de l'AES. Donc on aura la participation de l'équipe du Mali avec 6 coureurs et l'équipe du Niger également avec 6 coureurs. C'est pour vous dire que cette compétition va être très disputée parce que vous connaissez le niveau des Maliens et nos amis du Niger. Et c'est pour vous dire que le 15, on va vivre une compétition de haut niveau. Plusieurs primes et prix sont annoncés pour cette édition. 500 000 francs CFA pour la première chez les dames et 1 million chez les hommes. J'invite par ailleurs tous ceux qui ont besoin de visibilité à saisir cette grande opportunité offerte pour associer leur marque ou image à cette activité. Cette deuxième édition est placée sous le très haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, la présidence du ministre en charge de la communication, Pinguenwende Gilbert Ouedraogo, et les parrainages de Madame la ministre en charge des sports, Annick Pibougoum, et de El Hadj Mahamadi Ouedraogo, dit l'imam, président du patronat de la région de Yadega. La deuxième édition du Grand Prix RTB bénéficie de la bénédiction de Sa Majesté le Morna Bambogo avec pour invité spécial l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhao Deyong. Soumaïla El Boudo de la JCK et Awaba Mogo de l'USFA étaient les vainqueurs de la première édition de ce Grand Prix RTB. La troisième édition de la semaine du numérique s'est achevée le week-end dernier sur une série de recommandations. L'événement initié par le ministère en charge du numérique a pour objectif de créer un cadre de réflexion autour des questions liées au secteur. Au-delà de la dimension nationale, la semaine du numérique s'inscrit dans une dynamique régionale portée par l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les enjeux de la participation des autres pays membres de la Confédération? La réponse de Abdul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique, répond aux questions de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Il faut déjà comprendre la volonté politique, la dynamique qui est là, que ces trois pays-là forment un bloc. Donc, de ce fait, nous ne pouvons pas en solo évoluer dans un secteur sans associer les autres. Donc il est très important qu'il y ait cette synchronisation du mode opératoire dans ces trois pays-là. Donc l'enjeu majeur, c'est déjà de comprendre qu'on marche ensemble. Donc pour cela, il va falloir à un moment donné mutualiser les ressources. Donc la mutualisation des ressources d'abord. Donc toutes les ressources, comprenez par là, que ce soit les infrastructures, que ce soit même le capital humain, même un fonds par exemple commun dédié au secteur des TIC, pourquoi pas. Par exemple, on a mis en place la Banque confédérale aujourd'hui. Peut-être que cette banque peut être un instrument de financement des différents chantiers
TIC de ces trois pays-là. Des infrastructures en commun? Des infrastructures en commun, pourquoi pas. Donc, mais des infrastructures peut-être qui vont garder des aspects nationaux, mais interconnectés. Par exemple, le Mali va faire son maillage territorial, mais avec une interconnexion avec les autres pays aussi, vice-versa. Donc, il faut déjà qu'on puisse être dans cette dynamique. Donc, tout mutualiser, que ce soit les infrastructures, que ce soit même les structures de gouvernance, donc il y a une sorte de coordination régionale, sous-régionale à ce niveau-là, et même les finances aussi pour que les différents projets puissent être des projets cohérents avec des résultats pour l'ensemble de la zone AES, pas seulement pour un pays ou l'autre. Voilà l'invité de la semaine à suivre après ce journal. Face à la crise du carburant, le gouvernement du Mali a déployé d'importants efforts pour soulager les populations et garantir la continuité de l'approvisionnement. Grâce à ces actions déterminantes, les stations-service sont aujourd'hui suffisamment ravitaillées sur l'ensemble du territoire. Ce soir, le Centre d'information gouvernementale du Mali, SIGMA, en collaboration avec l'ORTM, vous propose un film retraçant cette période exceptionnelle marquée par des décisions fortes, la détermination des FAMA, l'engagement patriotique des pétroliers et des chauffeurs, une communication responsable et transparente face à la cabale médiatique, ainsi que la résistance et la résilience exemplaires du peuple malien. Suivons ensemble un extrait de ce film. Septembre 2025 au Mali. Les groupes armés terroristes sont en débandade face à la puissance de feu des forces armées maliennes. Dans l'incapacité d'affronter les FAMA, les terroristes s'attaquent désormais à des cibles molles sur les axes routiers. Ils s'en prennent aux populations civiles, notamment aux voyageurs dans les transports en commun, enlèvent ou tuent les chauffeurs et incendient les camions-citernes. Ces actes barbares et lâches sont vite amplifiés par les médias français avec un narratif élaboré pour la circonstance, une véritable cabale médiatique orchestrée contre le Mali. Bamako, le Mali, au Mali, Bamako, et Bamako, au Mali, Mali, au Mali, au Mali, le Mali, c'est le Mali, au Mali, sur Bamako, le Mali. C'est une pression qui ne cesse de s'accroître. Au Mali, Bamako subit toujours un important blocus djihadiste sur les importations de carburant. Le Mali est victime de cette désinformation aujourd'hui par sa nature, par ce que ce pays a comme histoire, comme géographie, et ce que ce pays pèse en termes de géopolitique et de géostratégie. Aujourd'hui, le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses.
La crise du carburant, défi relevé par le gouvernement, un film qui salue l'esprit de résilience du peuple malien à ne pas manquer ce soir après ce journal. Nos grands-pères disaient « Le feu qui devait me consumer m'a appris à brûler plus fort. Face à l'épreuve, le Mali n'a pas cédé, au contraire, il s'est renforcé. » Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.